Et voilà. Je crois que c'était le dernier carton. Ouais, je pense bien, ça doit bien être le dernier. Merci de m'avoir aidé. C'était un poil crevant quand même. Bon, bah c'est pas le tout. Moi, faut que je filoche un peu là. Un peu de route. Tu sais que tu vas me manquer quand même un petit peu. Tant les autres squatteurs là, de l'autre dimension, j'en ai un peu rien à foutre. Dans toi, quand même, on a été coloc quelques années. Tu vas me manquer. Mais bon, bien tous évoluer à un moment ou à un autre. Qui sait ce qu'on va devenir ensuite. Allez. J'étais loin de me douter que littéralement quelques heures plus tard, j'allais être confronté à une série d'événements qui allait changer ma vie. À tout jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comic Story, une émission qui n'était pas revenue depuis un long moment. Mais on est de retour dans une émission déconseillée aux hématophobes, aux acmophobes et, assez étrangement, aux zophiophobes. Bon, comme vous l'avez sans doute compris, on va parler d'Halloween ici. Cette fête qui se veut si effrayante, mais qui l'est finalement pas tellement, vu que, soyons francs, c'est surtout des gosses qui viennent vous demander des bonbons. Et soyons francs, les bonbons, ce n'est effrayant que si on regarde la composition. Et comme je ne connais pas de comics qui parleraient de bonbons, on va se rabattre sur la deuxième chose la plus effrayante d'Halloween. Les enfants ? Alors j'allais dire les personnages horrifiques, mais c'est vrai que ça passe. Et parmi la longue liste des personnages d'horreur, il y en a un qui a su ravir mon petit cœur. Freddy Krueger. Freddy Krueger est sans aucun doute le tueur en série le plus efficace du cinéma. En plus de celui qui doit faire le plus les friperies du dimanche. On le reconnaît, en plus de son pull Où est Charlie inversé, a deux petites particularités physiques. D'une part, son gant à griffes qui lui permet de se faire passer pour un cosplayer raté de Wolverine, et d'autre part, sa gueule de grand brûlé, qui lui permet de se faire passer pour un cosplayer raté, mais hardcore, de Wolverine. Enfin, dernière petite chose, qui en fait un personnage plus qu'intéressant, il opère dans le monde des rêves, et est donc la version évoluée du concept du croque-mitaine, ce qui lui permet de gagner directement une dimension mythique et d'être pratiquement inarrêtable. Et Freddy a connu mine de rien de nombreuses adaptations au comic book, pas tout en même temps, sorties au fil du temps. Et on va commencer par parler de la toute première adaptation au comic book qu'a connu Monsieur Face de Pizza vaguement griffu, qui est carrément sortie par Marvel Comics en 1989, soit un tout petit peu avant la sortie du 5e film. L'histoire est scénarisée par Steve Gerber, le papa d'Howard the Duck, et le mec qui a défini Mansing, excusez du peu. Niveau dessin, on ne se fout pas non plus du monde, puisque pour le premier numéro, on retrouve au dessin Rich Buckler, un mec qui a roulé sa bosse dans le monde du comics et que je retiens surtout pour ses comics horrifiques, ce qui tombe super bien. Et pour le second numéro, le dessinateur est juste Tony DeZuniga, un mec qui me régale sur ses Conan et qui a juste co-créé Jonah Hex. Et oui, il n'y a que 2 numéros, mais je reviendrai sur cette histoire plus tard. L'histoire commence à Springwood, lieu de toutes les histoires Freddy, donc bon, on est raccord là-dessus. Une gamine s'est fait attaquer dans ses rêves. Le père ouvre aux ambulanciers avec une bonne bouteille à la main. Bref, les parents finissent au poste de police de façon très logique. Les parents soutiennent que ce n'est pas eux qui ont fait cela, que la porte était fermée de l'intérieur, que les bruits venaient de l'intérieur. Bon, très franchement, on en est au 5e film Freddy qui n'attaque que dans la petite ville de Springwood. Pensez pas que la police pourrait juste être un tout petit peu au courant maintenant ? Bon, leur fille, Allison Hayes, n'est pas morte, mais dans un état très grave. Et heureusement qu'elle n'est pas morte, car elle sera une partie du duo que nous suivrons dans cette histoire. L'autre partie du duo est le docteur Julian Quinn, et non, je ne ferai pas de blague sur la série Dr. Quinn.
Bref, le docteur Julianne Quinn, psychologue, annonce à son petit ami qu'elle désire retourner à Springwood, où elle a passé son enfance. Et en rentrant dans son immeuble, elle a le droit à un épisode psychotique à base d'enfants morts, du 1428 Elm Street, et assez bizarrement d'un tricycle. Chose habituellement peu effrayante. Mais bon, avec la comptine et Freddy lui-même qui passe faire coucou, ça passe. Sauf que Julianne se réveille dans son appart, donc on peut supposer que le passage du petit ami faisait également partie du rêve, non? Mais c'est pour ça que c'est chaud l'usage du rêve. Je veux dire, on sait jamais trop quand il commence ou quand il finit. Pendant ce temps, à Springwood, l'histoire continue. La petite Allison est placée sous anesthésie, donc en sommeil, et Freddy essaye de la tuer dans ses rêves pendant que les chirurgiens l'opèrent pour la sauver dans le monde réel. Une très jolie symétrie narrative. Surtout que c'est très graphique, Freddy utilisant aussi l'imagerie de l'opération avec des organes qui jaillissent pour étrangler la petite et tout. Mais Allison réussit à s'en sortir et les chirurgiens ont réussi à la tirer d'affaire. Et je lève mon verre à Allison Hayes, parce que des personnes qui s'en sortent aussi bien après des rencontres aussi violentes avec Freddy, j'en connais pas beaucoup. Chapeau à l'artiste. Le lendemain, Julianne Quinn prend l'avion pour Springwood et en profite pour lire sur papier toute l'origine story de Freddy, de sa conception hyper malsaine dans un asile auprès duquel l'asile d'Arkham passerait pour une institution modèle, son adoption, la façon dont il se fait enlever le soir même, son enfance violente et son départ après avoir assassiné ses tourmenteurs. Elle est extrêmement bien documentée la docteure, il faut bien l'avouer. Surtout que le passage de l'asile, c'est un peu la toute première représentation graphique du truc auquel on est droit, hein. Peut-être même un poil trop documenté pour le coup. En effet, si jusque-là les infos présentées sont cohérentes, on commence à avoir accès à des informations un poil pointues quand même. Comme par exemple que Freddy commencerait à contrôler ses rêves de son vivant, à avoir une main griffue lui poussée dans ses rêves et qu'il aurait commencé à mélanger fiction et réalité. Je vois mal Freddy Krueger, même vivant, avouer ça à la police. Enfin bref, on a le droit à toute l'histoire avec Freddy qui se fait lyncher par la foule et brûler vif, ce qui le conduit à devenir le fantôme des rêves que nous connaissons. Le Dr Quinn arrive enfin à Springwood, nous apprend qu'elle est revenue ici afin de tenter d'arrêter Freddy une bonne fois pour toutes, et s'endort, c'est pas de bol, et se retrouve nez à nez avec Allison Hayes. Il n'y a pas vraiment le temps pour une conversation de démarrer puisque Freddy s'extrait comme un alien du ventre de l'adolescente et commence alors un combat extrêmement sympathique, où le Dr Quinn et Freddy prennent tour à tour le contrôle du rêve, où chacun amène des éléments dans celui-ci afin de se défendre, comme par exemple « Oh, tu tombes dans un trou !»« Oui, mais j'ai des ailes, donc je vole !» Enfin, vous voyez le principe. C'est la technique utilisée depuis le 3e film, Dream Warriors, qui permet aux victimes de se battre à armes à peu près égales avec le monstre, ce qui permet à la licence Freddy de se démarquer un peu des autres slashers, avouons-le. Puis, accessoirement, c'est aussi un des meilleurs films Freddy. Le téléphone interrompt le combat, et le docteur Julianne doit aller à son nouveau job, vu qu'elle avait demandé sa mutation à la clinique médicale de Springwood. Elle se fait un ennemi d'un de ses collègues, le docteur Watley, et y croise la jeune Allison Hayes, qui de son côté refuse toutes sortes de somnifères, ce qui se comprend fort bien. Les deux femmes se reconnaissent de la brève rencontre dans leurs rêves, et le Dr Quinn lui apprend qu'elle voit Freddy dans ses rêves depuis peu, car elle fait partie des enfants de la foule qui a brûlé Freddy, mais qu'elle n'est pas encore morte car ses parents avaient déménagé à New York. Elle veut apprendre à Allison la technique du contrôle des rêves. Elles commencent donc par s'endormir ensemble en pensant au même lieu. Elles choisissent un lieu d'où elles pourront voir Freddy arriver, à savoir une montagne toute droite sortie d'un cartoon de Bip Bip et Ville Coyote. Alors moi, quitte à choisir avec exactement la même logique, j'aurais choisi une grande plaine dégagée. Pour ne serait-ce qu'éviter le danger du vide tout autour de moi, et aussi pouvoir m'assurer une retraite. La technique fonctionne et le Dr Quinn apprend à Allison qu'elle peut devenir ce qu'elle veut en rêve et en faire une force. Ainsi l'adolescente prend l'image d'une catcheuse, et Freddy fait donc apparaître un ring de catch. Ok, je pensais jamais voir un mélange entre Freddy Krueger et du catch, mais pourquoi pas. Puis la colline s'en trouve et il s'avère qu'il s'agissait de la tête de Freddy depuis le début, et nos deux héroïnes s'enfoncent petit à petit dans les méandres des méninges du tueur psychopathe. Et c'est là le cliffhanger du premier numéro, qui marche super bien. Les ventes de ces numéros, qui sont publiés au format magazine pour se différencier des autres comics, parce que bon, le contenu n'est pas vraiment pour les enfants, sont extrêmement bonnes. Elles dépassent même celles de Savage Sword of Conan, qui sont déjà, pour l'époque, extrêmement bonnes. Et oui, que veux-tu? Je vais vendre mon charme naturel. Mais vous êtes le... Oh, Freddy Krueger, pour vous servir.
atroce. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, juste ce bon vieux Pizza Face. Bon, tu n'aurais pas peur de moi, quand même. Saleté. Vite, je vais tellement prendre de plaisir. Purée, mais comment c'est possible une merde pareille? Bon, il y aura peut-être une solution pour en sortir dans la suite. L'histoire reprend là où on l'avait laissé, avec nos deux héroïnes en train de couler dans le cerveau de Pizza Face. Et pas le temps de se questionner puisque les deux héroïnes sont séparées par une rivière de slime. Julian finit donc par subir une nouvelle épreuve psychotique, avec ce coup-ci des enfants zombies bien plus rigolos. Alors oui, c'est vrai que c'est pas trop le moment d'en parler vu ma situation. Où es-tu, petit cochon? Mais le titre possède quelques moments d'humour noir qui fonctionnent pas mal. Ainsi, au fil de l'histoire, on peut trouver plein de petites touches sympathiques, comme les enfants qui commencent la cantine traditionnelle de Freddy pour ensuite partir sur We Are the World, le zombie excessivement poli qui s'excuse de devoir mourir, ou encore le zombie qui est là depuis tellement longtemps qu'il a la flemme de chanter sa partie de la comptine. Pas grand chose, mais un pas grand chose qui conserve le côté humour noir grand guignol des films Freddy. D'ailleurs, en parlant d'humour guignolesque, Julian tombe et se raccroche à une chaîne que Freddy fait se transformer en serpent, car Freddy utilise pas mal l'imagerie des serpents mine de rien. C'est pas pour rien qu'on pense que l'émission peut déplaire aux ophiophobes. Bref, effrayé, Julian lâche la chaîne et l'on peut dire ce qu'on veut sur Freddy, mais on peut toujours compter sur lui pour vous rattraper après une chute. L'homme de vos rêves, comme qui dirait. Mais alors que Freddy est sur le point de réduire le cast féminin de ce comics de moitié, devinez qui sort de la chaudière sous la forme d'un être de feu pour foutre la misère à Pizza Face? Alison Hayes, qui a super bien retenu sa leçon. Donc ouais, s'il y a Freddy, je dois être en train de dormir, c'est sûr, mais comment ça se contrôle un rêve? Les deux héroïnes arrivent à se réveiller et décident de se préparer pour combattre Freddy. D'abord, Julian prescrit à Alison de l'hypnocyle, un médicament présenté dans le 3e film qui a pour effet de supprimer les rêves afin de pouvoir se reposer sans voir Freddy, tout en la laissant s'entraîner au contrôle. Et pendant ce temps, Julian part enquêter de son côté. D'abord auprès des parents Hayes pour savoir si leur fille a déjà eu des soucis avec ses rêves en étant plus jeune, puis auprès de Donna Valencia, maîtresse du contrôle des rêves. Son verdict est formel, Alison aurait déjà rencontré Freddy dans sa jeunesse, ce qui explique pourquoi Freddy est aussi obsédé par elle. Oui, bah ça veut rien dire, hein. Je vais morfler et souffler si fort que ta maison va s'envoler. Voilà qui se prend pour le grand méchant loup maintenant. Et Alison explique donc comment, à peu près vers ses 6 ans, celle-ci s'est perdue dans un de ses rêves et s'est retrouvée dans la zone des cauchemars, où elle a trouvé une version hardcore de la cantinade de Star Wars, et que c'est là que Freddy l'a repérée. Forcément, les fillettes en nuisette, c'est un peu sa marque de fabrique. Sauf qu'il peut pas la tuer, ses lames la traversent comme si elle n'était pas là. Une trollface de passage lui explique qu'il ne peut la toucher car elle n'est ici qu'une touriste, avant de renvoyer Alison au croisement dans son rêve, où elle se réveille. Elle explique ensuite que Freddy ne l'a retrouvée dans ses rêves que depuis quelques mois, où elle se bat pour sa survie depuis. Le docteur explique que Freddy n'a pas trouvé Alison, mais le contraire, et qu'il n'a pas pu la tuer alors que c'était elle qui était au contrôle, et qu'elle est parvenue, d'une certaine façon, à garder ce contrôle. Le docteur pense même qu'elle est la seule à pouvoir détruire définitivement Freddy. Oui, bon bah ce serait bien qu'S-Mine quand même de le montrer. Non parce que mine de rien, il s'approche là. À la clinique, le rival de Julian, le docteur Watley, parvient à faire interdire l'hypnocyle à Alison. Juste parce que c'est un connard. Le docteur Quinn, très remonté, part donc prendre une douche pour se détendre et se retrouve à la Maison Blanche, car elle vient de s'endormir. Et c'est là que Freddy, déguisé en George Washington, commence par lui effectuer son massage spécial, pour finir la séance sur la spécialité de la maison, l'acupuncture. Et oui, le Dr Quinn est morte, et le casting féminin est presque réduit de moitié. Ça, la Maison Blanche en plus. Attends, c'est ça la solution? Si je suis vraiment dans un rêve, je dois pouvoir changer de lieu, ils arrêtent pas de le faire dans le comics. Comment on fait? Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison.
Bon. C'est pas exactement la pièce que je visais, mais au moins c'est chez moi. Bien sûr, Allison a du mal à encaisser la nouvelle de la mort du Dr. Quinn. Surtout qu'en plus, elle est placée sur la supervision du Dr. Wheatley. Et comme vous pouvez vous en douter, Allison prend aussi très mal l'annonce de la fin de l'hypnocyle. Suivent quelques pages d'acclimatation qui peuvent se résumer à « De toute façon, on ne pense pas que tu vas rester longtemps ici. » Il y a deux façons d'interpréter ça. Et comment tu veux que je parle de tes progrès, tes parents? Dites-leur que je suis toujours vivante, ce qui est mieux que ce que j'espérais. Allison a décidé de se venger de Freddy et de ne pas se laisser faire. Et invente, via ses dessins, un plan de bataille contre Pizza Face. Malheureusement, elle tombe endormie alors qu'elle n'était pas entièrement prête. Et c'est là que commence un combat délirant avec deux personnes qui n'ont pas de limite, parce qu'ils maîtrisent le domaine du rêve, ce qui implique des lits volants à la Little Nemo, des canons Delta façon Space Pirate Cobra, et beaucoup de serpents de la part de Freddy qui fait décidément une fixette là-dessus. Et j'espère qu'il va pas s'amuser à ramener des serpents ici. Je veux dire, ça a beau être un rêve, c'est quand même ma maison. Et j'aimerais beaucoup récupérer la caution en partant. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Allison réussit à prendre le contrôle du rêve en criant très fort, je suppose. Ainsi, elle peut accéder à une version rêvée de sa chambre, et jouer à une version dress-up game version Freddy Krueger. C'est donc à un duel de Freddy que nous assistons, où Freddy commence à dire des phrases comme « On est fait l'un pour l'autre » et autre chose du même tonneau. Bon, donc là, il y a deux écoles. Soit vous pensez, comme moi, qu'il essaye juste de la fatiguer psychologiquement, soit vous pensez que Freddy est réellement impressionné parce que d'habitude, ses victimes, elles tiennent pas 5 minutes. C'est au choix. Le souci, c'est qu'on n'aura jamais vraiment la réponse. Parce qu'il reste plus qu'une seule page pour tout boucler. Donc, Allison, en combattant Freddy, bouge dans la vraie vie, et manque de frapper le Dr. Wheatley, qui décide donc d'enfermer la jeune fille et de la mettre sous sédatif, ce qui va sans doute l'empêcher de se défendre contre Freddy. Et c'est la fin. Donc, tout le monde meurt à la fin. Eh bien, c'est un beau message d'optimisme et d'espoir dans mon cas. Non, mais de toute façon, t'en fais pas. J'aurais gagné de toute façon. Mais vous êtes rentré par où, là? Comme toi, gamin. Le rêve, c'est chez moi. Et celui qui voudra m'en déloger, il n'est pas encore né. Ok. Et sinon, vous me voulez quoi, en fait, au final? Au juste. Tout ça. Tu sais que j'existe sur un autre plan de réalité que le tien. On pourrait même dire une autre dimension. Comme dans le 7e film, où du coup vous venez dans notre monde, enfin, notre monde, le monde où il tourne le film. Exactement. Et que dit la fin de ce film? Oula, je suis pas une machine à citation non plus. Attends, deux secondes. Freddy est né du fait qu'on pense à lui? Et pour continuer à exister, on doit continuer à penser à moi. Et dernièrement, j'ai l'impression qu'on m'oublie légèrement. À ton avis, un meurtre en direct sur Internet, ça fait de l'audimat? Attends. C'est ça votre plan? Mais c'est de la merde! Pardon. Votre plan, il fera comme cette série de comics. Ça ne marchera pas. Explique-toi. Et vite. Bah voilà, ça vous semble pas bizarre qu'on ait une série qui fait des ventes extrêmement bonnes, mais qui s'arrête au bout de 2 numéros seulement? C'est tout simple, hein, c'est parce que la série a été sévèrement censurée, et ce par le directeur même de Marvel de l'époque, Terry Stewart. Ce dernier avait accepté de faire un comics Freddy sans trop savoir ce que c'était, et a sacrément flippé quand il a reçu les premières planches. Mais bon, il y avait trop de frais d'engager pour cette première histoire, donc elle fut sortie quand même. Mais les histoires d'après, pourtant déjà écrites et dont il nous reste des illustrations, furent annulées, purement et simplement. Et pourquoi cette annulation? Parce que des gens ont gueulé? Non. Le fait que ce soit des magazines et qu'on trouve clairement la mention « pour lecteurs matures » sur la couverture, ça a évité cela de façon claire. Non, ça a été annulé parce que le directeur de Marvel avait peur que l'on puisse gueuler. Faut dire aussi que, comme beaucoup de slashers, il y a eu une vague de protestations anti-violence qui a visé le 5e film de Freddy. Donc, cette série, qui aurait dû au moins connaître 5 numéros, n'en connut que 2.
Parce qu'on a tendance à censurer le contenu pour ne pas avoir une mauvaise image et ne pas faire peur aux annonceurs. Et ça, c'est pile poil ce qui va se passer pour ce projet. Essaye de mettre en ligne une vidéo où tu butes un mec en direct, c'est la censure directe. En tout cas sur YouTube. Tu es sûr? Non, parce que des trucs gore sur le net, c'est quand même vachement tendance. Ouais, non, oui, c'est vrai qu'on aime bien le gore, mais... Parce que c'est du faux. Le gore, tant que c'est truqué, ça passe. Dès que c'est vrai, par contre, voilà l'indignation. Non, ça va pas marcher ton truc. Tu dois avoir raison. Mais... je t'ai marqué. Je saurais te retrouver. Même à travers le voile dimensionnel. Cool. Attends, par contre, comment t'as fait du coup, à la base, pour me trouver s'il fallait que tu me marques pour ça? Tu veux dire que tu ignores où tu es? Eh bien, réveille-toi, blaireau. Bon. Il a disparu. J'imagine que c'est... Ah! Mais... C'était quoi ce truc? Oh, tu te réveilles du con? Ah bah quand même. Crois-moi, c'est pas le moment de s'évanouir. On a encore quelques questions à te poser, les collègues et moi. Je vous avais prévenu, non? J'allais être confronté à une série d'événements qui allaient changer ma vie. À jamais.